Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, encore ce mercredi pour Web Presse. Aujourd'hui, nous allons parler, en tout cas, si le temps le permet, nous allons parler de trois grands thèmes. Nous allons parler de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément à Beni. Comme vous le savez, en tout cas, les morts, encore des morts à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler du dialogue qui s'annonce, ce dialogue qui est éminent. Évidemment, nous allons un peu terminer avec nous, parce qu'on se rend compte que la presse est en train de se vider. Nous allons parler des élections. Et bien, tous les journalistes veulent être députés, tant provinciaux que nationaux. Donc, d'ici là, en tout cas, mes très chers amis, on risquerait de ne plus avoir Web Presse parce que toutes les intelligences se vident. Comprenez un peu, peut-être moi aussi, je ne serai plus là. Donc, voilà, on y va. Donc, j'ai le réel plaisir d'être avec Thierry Bongo, de journaliste indépendant. Bonjour Thierry. Bonjour et joyeux anniversaire Paulette. Oh merci, ça fait plaisir. Bonsoir les joyeux anniversaires de tous tes amis du groupe Évolution. Voilà. Particulièrement Adolphe Senghor qui est un fan de ton émission. Merci beaucoup. On l'appelle Big Manitou, il te salue particulièrement, il te souhaite un très bon anniversaire. Ainsi que Winnie Foura et d'autres personnes. Pas de ma banque aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ils me l'ont demandé particulièrement. Voilà, nous, on assume notre âge, nous sommes des femmes qui assument, nous assumons, nous sommes des quadragénaires, on avance avec l'âge, avec l'intelligence. Nous sommes comme les bons vins, on se bonifie avec l'âge. Bonjour Joël Cadet. Très chère consoeur. Bonjour, heureux anniversaire. Oh, merci, ça fait vraiment plaisir. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir quand même avec une triste Thierry Bongo. On se réveille le matin, encore des morts, des images. C'est vrai que l'Internet, des fois, nous donne des images. On ne sait pas très bien savoir si c'est la vérité ou quoi, mais ça choque quand même les sensibilités. Béni, encore des morts aujourd'hui. Mais on a l'impression que, petit à petit, Béni se vide. 300 morts, 200 morts, 6 morts, 3 morts. Qu'est-ce qui se passe à Beni? D'ailleurs, le gouverneur a lancé vraiment un cri d'alarme par rapport à cette situation. Il a carrément prôné qu'il y ait un troïka sécuritaire, puisque vraiment, ça ne s'arrange pas à l'est de la RDC. Oui, nous sommes tout le temps choqués de voir que cette situation ne change pas et que malheureusement, nos frères et sœurs qui habitent Beni et les entourages de la cité de Beni sont tout le temps frappés par ZADF Nalou, malgré le fait qu'il y a une opération militaire importante qui se fait au niveau de cette partie du pays, malgré le fait que la communauté internationale et nationale ne cesse de faire des cris d'alarme autour de la question. Bon, à mon humble avis, je crois que le gouverneur Julien Paluku est en train de mettre le doigt justement sur un des aspects, un des talons d'Achille du gouvernement Matata. Un talon d'Achille qui est précisément remarquable, c'est qu'on a l'impression que nous avons un gouvernement qui s'occupe que d'une partie des questions des Congolais, mais que l'autre partie, qui est aussi importante, l'aspect sécuritaire dans l'est du pays, ne semble pas être l'une de ses obligations. Et donc, il y a beaucoup à faire là-dessus, et je crois que l'interpellation du gouverneur Julien Paluku tient droit, parce que aujourd'hui, s'il y a 6, 8, 10, 100 morts, ce sont des Congolais, chacun a le droit de la protection de l'État congolais, chacun a le droit de se sentir dans son pays sécurisé. Et on se pose la question de savoir que font tous ces soldats, tous ces militaires que nous avons à Kinshasa, tous ces policiers que nous avons dans la capitale, or que cette partie du pays aurait vraiment bien plus besoin d'eux qu'ici dans la capitale. On dit que Kinshasa, c'est le siège des institutions. On le veut bien, mais le niveau de sécurité ici est bien plus élevé que dans la cité de Beni. Il faudrait qu'on puisse renforcer. Et puis aujourd'hui, ça va être la énième fois qu'on va parler sur ce plateau de la question sécuritaire à Beni. On a l'impression que les opinions ou l'opinion du Congolais n'est pas tenue en compte et que la décision se fait ailleurs. Et même si ça se fait ailleurs, les diplomates, toute la classe politique ne nous dit pas la vérité. Joël Cadet, nous avons parlé un peu outbox par rapport à cette situation à Beni. Est-ce que le gouverneur Paluku a le droit de, permettez le terme, d'invectiver un peu le gouvernement central, vu parce que c'est lui le gouverneur, c'est lui qui vit cette réalité du jour au jour? Est-ce qu'il a ces prérogatives-là de demander cela au gouvernement, de mettre un peu l'accent sur le volet sécuritaire? Non, vous savez, si le gouverneur est arrivé là, très cher consoeur, c'est il en a ras-le-bol. Et le ras-le-bol du gouverneur s'explique dans la mesure où, ici à Kinshasa, tous les lundis, nous assistons à des troïkas économiques. Donc, à un certain moment, on se dit, c'est comme si
Matata Pogno ne serait qu'exclusivement réservé aux questions économiques, que les questions sécuritaires, politiques ne l'intéressent pas. Et alors que les gens sont en train de mourir. Et puis, ma très chère consoeur, lorsqu'on parle de 200 morts, là, de 300 morts, tous ceux qui sont en ville ont une compréhension un peu biaisée de la chose. Mais nous qui sommes des villageois, vous savez, il est des villages qui n'ont que 20 personnes, qui n'ont que 30 personnes. Et pour retrouver un autre village, il faut faire 100 km, 200 km pour retrouver un autre. Alors, lorsque vous prenez les 300 personnes-là, donc c'est autant de 100 villages, autant de 50 villages qui peuvent être décimés, des groupements qui sont décimés, pratiquement des chefs coutumiers qui sont décimés, des clans qui perdent la lignée aujourd'hui, parce que quand on vient... On est en train d'effacer les traces, en fait. Non, on efface toutes les traces. Alors, ça entre dans un plan. C'est là où j'ai toujours dit aux confrères, je n'aime pas qu'on appelle, ce sont les ADF Nalou. C'est un mensonge monté dans les officines internationales et malheureusement, même nous, médias congolais, qui devrions pousser plus loin, bien que nous n'ayons pas des moyens d'aller plus loin dans nos investigations, je n'aimerais pas qu'on accepte ce qui nous est imposé par les médias internationaux parce que ça fait partie d'un plan. Et ce plan vient depuis avant 1990 où il a été demandé que la RDC soit balkanisée. Voilà comment les choses devaient se passer. Il fallait prendre le pouvoir à Kampala. Après avoir pris le pouvoir à Kampala, prendre le pouvoir au Rwanda et au Burundi. Éliminer au même moment les deux présidents, ça a été fait. Et après cette étape, les trois pays vont coaliser pour attaquer la RDC. Et en attaquant la RDC, qu'est-ce qu'il fallait maintenant conclure ou obtenir? Obtenir que les frontières de la RDC avec les trois pays de l'Est restent poreuses. C'est la première chose. Ça a été en tout cas atteint aujourd'hui. Vous voyez la gymnastique que font les militaires rwandais, ougandais, burundais sur notre sol. Ils entrent comme ils veulent. Donc c'est un défilé de monde qu'ils opèrent. La deuxième chose, c'était permettre que la constitution de la RDC, la loi sur la nationalité, admette l'adhésion collective, la nationalité collective des groupes ethniques. Voilà comment la disposition, je crois, de l'article 5 de notre loi électorale, de notre loi sur la nationalité, si j'ai bonne mémoire, a été changée de telle sorte à permettre à ces étrangers de se faire passer congolais. Et dans cette logique, il fallait, pendant toute cette période ici, ne pas avoir une carte d'identité congolaise. De telle sorte que quelqu'un peut quitter le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, arriver sur notre sol. Facilement, il obtiendrait les documents de perte des pièces au niveau de la commune, au niveau du territoire. Et facilement, il obtiendrait sa carte d'électeur. Vous avez vu? Avez-vous vu même dans les chefs de notre gouvernement de l'Angouma depuis 2006 pour avoir une carte d'identité? Non. Mais on en a fait un cas à la fin du mandat tout simplement pour des raisons politiciennes. Alors le troisième objectif qui devait être atteint et qui est déjà atteint, c'est permettre à ces étrangers d'accéder à des très hautes fonctions au niveau de l'appareil sécuritaire et de renseignement. Donc il s'agit des renseignements militaires et renseignements civils, on les atteint. Au finish, c'est pour fragiliser tous les systèmes sécuritaires congolais, de telle sorte qu'il peut y avoir maintenant des trahisons lorsqu'il y a combat entre nous et ces États. Et enfin, c'est tuer tous les Congolais qui sont dans des villages dans l'Est, de telle sorte à transplanter ces étrangers qui reviendront sous les formats réfugiés de la RDC qui avait fui dans ces trois pays. Alors, donc voilà. Et Paluku le sait, et la plupart des vrais Congolais le savent. Je ne distingue personne. La plupart des vrais Congolais le savent. Mais aujourd'hui, qu'on constate une certaine insouciance, un certain laxisme dans les chefs du gouvernement, il y a lieu de lancer ces ras-le-bol. Il y a lieu de lancer ces EOS, parce que Paluku a des frères, a des soeurs, et c'est lui qui vit ça du jour le jour. Et il a pratiquement un cahier détaillé de tout ce qui arrive, parce que ce n'est pas tous ceux qui sont tués dont les médias parlent chaque jour. Thierry, bon, c'est vrai que la RDC est une terre hospitalière, les Congolais sont hospitaliers. On a vu dernièrement avec tout ce qui se passe au Burundi, on a encore ouvert un corridor, plus de 7000 personnes qui sont venues, mais on se pose la question, selon les radios périphériques, l'attention se focalise qu'à Bujumbura, oui, la capitale, mais on se demande comment on nous permet à nous d'avoir tout ce monde-là, parce qu'il y a attention à Bujumbura. Est-ce que
l'histoire ne se répète-t-elle pas? Ces gens-là repartiront-ils chez eux un jour? On a vu ce qui s'est passé avec les réfugiés rwandais en 1994 et jusqu'à aujourd'hui, on en paye encore le prix avec les FDLR. Ceux des réfugiés rwandais, c'était du fait d'une guerre civile, hein, c'était compréhensif. Et comme vous-même vous le dites, que c'est une tension qui se situe rien qu'à Bujumbura. Et il semblerait que la communauté internationale et nationale se bat pour trouver des solutions adéquates aux problèmes burundais. Mais là où vous êtes en train de présenter ces éléments, comme dans cette démonstration de mon confrère Joël Kadedanga, dans cette théorie du complot, hein, on voit que si on met cet élément, on l'intègre dans la théorie du complot qu'a présenté Joël Kadedanga, on peut craindre que il y ait encore justement cette infiltration de l'appareil de l'État, de la population congolaise par des éléments non désirés parce que étrangers. Et là, il faut qu'on puisse lancer un débat de fond sur ce qu'est l'identité congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand on lance ce débat, on vous taxe de xénophobe, de nationaliste. Mais non, aujourd'hui, l'identité congolaise se définit comment? Sur le plan formel, il y a difficulté à dire que tel, je ne peux pas me prévaloir. Aujourd'hui, qui est congolais? C'est lui qui est né de mère et de père l'identité congolaise, de par la loi, est précise. Mais le document qui doit nous donner, qui doit attester. Mais qu'est-ce qui empêche, mes deux confrères, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas avoir une pièce d'identité conforme? On est le seul pays au monde où on n'a pas une pièce d'identité. Ce qui se passe, et là sans adhérer justement à la théorie du complot qu'a évoqué Joël Kadé, il y a un certain laxisme du fait des autorités publiques de vouloir doter une identité aux Congolais. On se demande pourquoi y a-t-il un soubassement politique à la démarche. On ne sait pas, mais on constate qu'aujourd'hui, l'identité congolaise n'est pas prouvée, n'est pas avérée. L'identité, ce n'est pas seulement la carte d'identité. L'identité, c'est aussi tous les éléments, tous les documents que nous fournissons, qui souvent sont contestés à l'étranger. Votre diplôme d'État, par exemple, c'est aussi une forme d'identité. Mais quand vous arrivez avec ce diplôme d'État à l'étranger, on le regarde du pincement de l'œil. C'est compliqué. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on doit repenser la notion d'identité congolaise et la formaliser effectivement, pour nous permettre justement de nous démarquer de ceux qui ne sont pas des nôtres, ceux qui ne sont pas avec nous. Pour pouvoir identifier les étrangers, il faut que nous puissions être nous-mêmes identifiables. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Ça fait depuis que Mobutu est parti, on avait la carte verte là. Comment ça s'appelle encore? Carte pour citoyens. Oui, pour citoyens. Depuis le départ du maréchal Mobutu jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune pièce. Le passeport n'est pas une pièce d'identité, puisque tout le monde peut acquérir un passeport étranger. La carte d'électeur n'est pas une pièce d'identité. Parce que tout le monde l'a. Bon, pourquoi, même les militaires l'ont. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne parvient pas, Joël Kadé, Thierry Bongo, à avoir une pièce d'identité congolaise? Qu'est-ce qui empêche? Où est le point de blocage? Bon, je ne suis pas... Je n'aimerais pas qu'on circonscrive... les débats tout simplement au niveau de l'identité. Ça risque de nous sortir de notre cadre de l'insécurité dans l'espace béni. Je parlais de l'identité, donc ça fait partie d'un plan. Et ce plan-là, c'est au niveau des officines internationales, ceux qui ont tenu à ce qu'il y ait balkanisation dans ce pays. Et pourtant, les Congolais, on n'a même pas besoin de ce débat sur l'identité, dans la mesure où, en tout cas chez nous, nous recevons tout le monde. Nous avons étudié tel que nous, là, avec des Rwandais, des Burundais, ça n'a jamais posé un problème. Chez nous, nous avons les Ouest-Africains ici, tous ceux qui... Mais aujourd'hui, ça pose problème. C'est vrai qu'on ne plonge pas dans la xénophobie et tout ça, mais aujourd'hui, on doit savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Non, mais le problème, même quand on prend même cette histoire, sans faire du coq à l'âne, quand on prend cette histoire de Miss Vodacom saison 3, par rapport à sa carte d'identité, selon certaines rumeurs ou certaines preuves avérées, qu'elle est belge, mais elle s'est présentée comme congolaise. Donc c'est ça qui pose problème. Qui est congolais aujourd'hui, qui ne l'est pas? Non, le problème c'est que... Ça pose problème, il ne faut pas qu'on se voit la face. Il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est entretenu au sommet de l'État. On n'accuse personne. Je vous dis que c'est entretenu. Parce que vous verrez que c'est depuis, vous l'avez rappelé, c'est depuis 1984 qu'il y a eu, je crois 87, qu'il y a eu le dernier recensement dans notre pays et qu'il a été accordé la carte pour citoyens, la carte verte que nous avons tous connue. Et lorsqu'il y avait même de l'espace, lorsqu'il y a une nouvelle naissance dans la famille, on allait, on ajoutait. Mais aujourd'hui, il y a une certaine... et tous les ministres de l'Intérieur, quel que soit leur bilan qu'ils peuvent se prévaloir, déloger, tous les ministres du plan qui se sont succédés
et au ministère du Plan et au ministère de l'Intérieur, on garde cet aspect-là au lieu d'en faire une priorité, parce que vous ne pouvez pas diriger l'intérieur sans connaître le nombre des autochtones et sans connaître le nombre des étrangers sur votre sol. Vous ne pouvez pas faire une planification sans connaître la population. Si aujourd'hui on peut facilement peut-être résoudre le problème avec ce que Bahati a laissé, avec l'identification des étrangers à partir de la biométrie, mais je crois que c'est difficile de connaître. Aujourd'hui, on peut parler de la croissance à 3, 4, 10 chiffres, à 20 chiffres, mais ça va servir à quoi lorsqu'on n'identifie pas la population et les besoins réels de cette population. Et les besoins réels pour la distribution équitable de cette croissance économique. Et je crois que c'est pour des raisons purement propagandiste qu'on peut parler de la croissance à 80 chiffres, même à 100 chiffres, parce que vous ne connaissez pas ceux sur qui vous êtes établis et quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'il faut redistribuer équitablement cette croissance. C'est là que ça pose problème. Et je vous dis, si Thierry, vous pouvez ne pas adhérer à la théorie du complot, mais je crois que nous allons subir, nous serons ensemble, vous et moi, vivants. Tous ceux qui concoctent des plans pour nous tuer ne vont pas nous tuer. Vous savez, dans l'international, dans les officines internationales, on ne monte pas des plans pour 10 ans. Non, non, c'est pas pour 5 ans. Aujourd'hui, on ne savait pas lorsque la guerre commençait à l'Est en 1998. J'étais encore étudiant à l'université de Lubumbashi. Je puis vous dire qu'on a chassé les Rwandais. Il y en a qui ont été mis mal à l'aise à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, la plupart de nos frères là, contre qui on s'est attaqué hier, ils sont rentrés en force et aujourd'hui, ils sont plus puissants dans certains services où pour obtenir un passage, il faut nécessairement être dans leur cœur. Donc, c'est vous dire que nous avons intérêt, journalistes, à éviter tout ce qui se dit en dehors, les ADF Nalou, parce que d'ailleurs, les Ougandais n'ont pas ce mode opératoire de tuer par la machette et avec beaucoup de peine à administrer à quelqu'un. Mais nous connaissons, nous avons vécu cette histoire-là en 1994 et ça a été exporté sur notre sol et on le voit aujourd'hui. Nous avons besoin d'avoir des hommes comme Paluku pour demander quand même, ou soit qui est, comme un député l'a proposé, deux premiers ministres, un premier ministre chargé de l'économie qui continuera à tenir les troïkas économiques, et un premier ministre qui pourra s'occuper de la sécurité du pays. Nous avons un vice-premier ministre. Nous avons un premier ministre de l'Intérieur et de la sécurité. C'est déjà quelque chose d'important. Il est déjà vice-premier ministre. C'est déjà quelque chose d'important. Mais moi, je crois que le vrai problème de Matata Ponyo, sans pour autant entrer dans une sorte de plaidoirie pour lui, c'est que c'est un premier ministre qui a une certaine étoffe, qui a une certaine carrure, pour qui on a donné un moule. Et il doit travailler dans ce moule-là. Vous savez très bien qu'il y a certains domaines qui concernent la sécurité, la diplomatie, qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas. En tout cas, il ne donne pas l'aspect d'une personne qui s'intéresse à ces questions-là et qui a cédé. C'est impossible. Il a cédé. En tout cas, ce sont les prérogatives du chef de l'État. Ce sont des domaines de collaboration. De collaboration avec le chef de l'État. Okay. Et donc, on comprend aussi qu'il peut le laisser plus de manœuvres de ce côté-là, parce que lui, il n'est pas formé pour ça. Moi, c'est ce que je comprends par rapport à cela. Mais le Djamil Mukula qu'on a arrêté là en Tanzanie, on va l'extrader pour qu'il soit jugé. Il est toujours en Tanzanie. Nous attendons. On a l'impression que nous, quand on demande les prisonniers ou les gens, on ne le livre jamais. C'est aussi une question sur laquelle la République démocratique du Congo doit se remettre en cause. Parce que toutes les fois que la RDC a demandé extradition de tel criminel, on ne nous a jamais donné. Et là, ce gouvernement doit faire effort parce qu'on a l'impression que nous sommes devenus le petit poussé d'Afrique de la sous-région. Quand on a besoin de chasser les gens, ce sont les Congolais qu'on chasse brutalement. Quand on a besoin d'extrader, on ne nous extrade pas. Et c'est nous qui sommes les premiers à donner gratuitement, comme ça, semble-t-il, des réfugiés politiques sans contrepartie, apparemment. Non, très cher consoeur, j'aimerais un peu qu'on rectifie quelque chose dans l'analyse de mon confrère Thierry Bongo, lorsqu'il dit que Matata Ponyo n'a pas la maîtrise du secteur sécuritaire. Non! Écoutez, à un moment donné, c'est le chef du gouvernement et c'est le seul constitutionnellement à être responsable devant l'Assemblée nationale. Donc le chef de l'État n'est pas responsable, ne répond pas de ses actes. Alors si vous, le chef du gouvernement, on vous pose une question où vous n'avez pas la maîtrise, la moindre chose serait de démissionner. Parce que vous ne pouvez pas accepter d'être un chef de l'exécutif, une seconde tête de l'exécutif et ne pas maîtriser les aspects des affaires étrangères, ne pas maîtriser qu'on vous ait arraché. Ça, c'est purement une théorie qui ne peut pas tenir debout, très cher confrère. Nous avons vécu ça sous d'autres premiers ministres.
les domaines de collaboration entre le chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement, sont définis entre eux. Et ils peuvent, l'un comme l'autre, céder certaines parts de responsabilité. Voilà, ce n'est pas une trahison, ce n'est pas un de l'incompétence, mais simplement... non, c'est une forme de collaboration entre deux têtes. Nous allons donc à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons à l'Assemblée nationale. Voilà, pour parler du dialogue. Hein. Voilà, Thierry Bongo, c'est vrai que entre l'opposition et la majorité ces derniers temps, vous qui sillonnez les couloirs de l'Assemblée nationale, vraiment, il y a comme un couac, il y a comme un divorce consommé. On a vu comment ils sont sortis après les motions de censure qui ont échoué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce dialogue est vraiment aujourd'hui nécessaire pour qu'on essaie de baliser quand même la route hein, pour les prochains enjeux futurs. Le dialogue, le chef de l'État l'a dit, doit être permanent. Il a toujours la main tendue pour dialoguer avec ses frères de l'opposition, de la société civile, ainsi de suite. Il en a fait preuve lors des concertations nationales, qui a abouti à une série de recommandations, dont il a exécuté quelques-unes. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, un dialogue est plus que nécessaire dans l'optique de pouvoir permettre une fin de mandat de sa part les plus apaisés possibles. Nous voyons ce qui se passe dans les autres pays d'Afrique, nous avons vu ce qui s'est passé à Pointe-Noire, nous avons vu ce qui se passe actuellement à Bujumbura. Je crois que ce n'est pas souhaitable pour la RDC, parce que la RDC est un pays tout à fait autre, c'est le pays de Kimpavita, c'est le pays de Lumumba, il a lui-même rappelé, et ici, il y a toujours ce sentiment démocratique qui a soufflé depuis avant même l'indépendance. Mais l'hémicycle, aujourd'hui, non, vous qui êtes sillonné... je vais revenir à l'hémicycle, c'est tout un autre problème aussi. Hein? Je suis en train de peindre le climat. Le climat actuel est délétère entre opposition et majorité. On le sent déjà même au niveau du Parlement. Une branche de l'opposition parlementaire, qui n'arrive plus à jouir de ses prérogatives, de représentants du peuple en tant que députés de l'opposition. Ils ont difficile aujourd'hui à faire entendre leur voix. À porter leur voix au niveau de l'hémicycle. Les questions semblent être du juridisme. On dit que le règlement intérieur ne prévoit, ne dit rien par rapport à cela, parce que la motion incidentielle peut intervenir à n'importe quel moment du débat, quel que soit le sujet. Et comme le sujet c'était une motion de défiance, une motion incidentielle peut intervenir. Mais il y a du juridisme dedans. Le bon sens seulement nous révèle que l'opposition n'a que deux moyens d'expression, que sont la motion de défiance contre un membre du gouvernement et la motion de censure du gouvernement. Mais ça ne marche pas depuis, ça fait 5 ans. Cela, jusqu'à présent, nous constatons que ça ne marche pas. C'est une occasion aussi pour nous de demander à ce que, effectivement, cette Assemblée nationale soit le creuset de la démocratie, comme l'a tant prôné le président Aubin Minakou. Et on a l'impression que nous sommes en train de creuser la démocratie et de l'enterrer au niveau de l'Assemblée nationale par de telles pratiques. Faisait vivre le débat. Si faut revenir sur le débat, la motion de défiance contre le vice-premier ministre Évariste Bochap, moi j'ai trouvé que c'était une occasion ratée de donner à Évariste Bochap l'occasion de clore une fois pour toutes ce débat, parce que je sais que Évariste Bochap est un brillant professeur de droit constitutionnel et que c'est une personne qui ne manque pas d'arguments. On ne lui a pas donné l'occasion de pouvoir se dédouaner d'accusations qui sont peut-être fausses. Parce qu'il y a une fausse route autour de ces accusations-là. On ne lui a pas donné l'occasion de montrer le chemin à suivre. Parce qu'une motion de défiance, au-delà du fait que c'est une motion de défiance, c'est aussi une motion de confiance. Hein? À des charges, c'est une motion de confiance. Donc on vous propose des charges, des accusations à charge. Et si vous vous défendez bien, en décharge, vous en sortez glorifié. Et je trouve qu'en faisant ces blocages intempestifs, à certains moments, on a même l'impression que le président de l'Assemblée nationale était quelque peu mal à l'aise de voir tout le temps les initiatives de contrôle bloquées. On a même vu un moment où on a lancé une question orale avec débat autour de la question justement de ces fausses communes de Maluku. La première fois quand le VPM était à l'Assemblée nationale, certains députés avaient voulu à tout prix qu'il ne parle même pas de cela. Il fallait que Aubin Minakou se lève pour laisser passer le débat. Et voilà donc, c'est ce que je dis, on doit faire un effort parce que ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale contribue justement à l'amélioration du climat politique actuel. Et aujourd'hui, nous sommes dans la voie du dialogue. Il est nécessaire qu'on puisse continuer à pouvoir ouvrir des portes pour que chacun puisse s'exprimer. L'expression ne tue pas. L'expression, au contraire, permet à ce qu'on puisse
dégonfler, décompresser les tensions. Les tensions doivent se décompresser grâce au dialogue. Grâce au dialogue. Les dialogues, Joël Cadet, mais la finalité, hein, les Congolais, on ne sommes pas dupes. Chat échaudé, craint l'eau froide. C'est vraiment le énième dialogue qu'on a depuis que ce pays a acquis son indépendance. Pour vous, quelle est la finalité maintenant de ce énième dialogue tant attendu encore cette fois-ci? Non. On aura encore un remaniement gouvernemental, il y aura encore d'autres gens qui vont avoir des postes ministres. Parce qu'on aboutit qu'à ça à la fin. Non, bien avant de répondre à cette question-là, laissez-moi vous dire qu'à l'heure actuelle, le pourquoi du dialogue, c'est parce que au niveau où nous sommes arrivés, il y a une sorte de rupture du compromis politique. Il y a une rupture du contrat social entre la classe politique congolaise, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité. En tout cas, il y a une rupture. Donc, cette classe politique est en train d'évoluer pratiquement en parallèle avec les intérêts de la population, à telle enseigne qu'aujourd'hui, on n'aimait pas tous sur la même longueur d'onde. Donc, c'est d'abord ça. Donc, la rupture de ces compromis politiques fait en sorte qu'on revienne autour d'une table pour parler, parce que il faut éviter que nous tombions dans une sorte de Kimpanvita, de Kimbangu, de Lumumba, de tous les autres qui ont été cités, qui ont été tués dans des circonstances beaucoup plus compliquées. Hein. Ça, c'est le discours de la majorité présidentielle. Mais de l'autre côté, on vous présente le tableau de printemps arabe, on présente Burkina Faso, mais aussi Burkina Faso comme le printemps arabe ont laissé des stigmates de la mort, du sang sur les portes, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, on a pratiquement effacé l'État libyen qui n'existe plus, avec toutes les conséquences des guerres qu'on a vécues au Mali, avec les Boko Haram aujourd'hui sur 3 pays, hein. L'immigration, vous entendez, tous ceux qui meurent chaque jour, tout simplement parce qu'on a voulu embraser tous ces pays, on a pratiquement éliminé ces États. Aujourd'hui, en Libye, on a 2 États. Alors, au lieu d'établir ces chaos constructeurs, mieux vaut que nous puissions parler. Et parler là, il faudrait qu'on définisse bien le cahier de charge de ces dialogues qui devra porter essentiellement sur la contestation des élections de 2011. Comment peut-on corriger cela aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on peut faire les passages en douceur de ce mandat vers un autre sans qu'il y ait casse? Je crois que pour cela, il y a lieu de soutenir le chef de l'État dans sa démarche. Refuser le dialogue aujourd'hui, c'est le seul moyen permanent qui peut permettre que... Pourquoi ce dialogue-là ne peut-il pas se faire dans les institutions établies comme à l'Assemblée nationale, par exemple? C'est impossible. C'est pas un dialogue qui ne concerne que les institutions. C'est un dialogue qui concerne toute la classe politique et encore toute la société. Joël Kadedang l'a dit, nous sommes en train de voir une sorte de rupture entre la classe politique et la société en elle-même. Et je crois que ce dialogue devrait permettre, une fois de plus, de pouvoir porter la voix de la population qui veut voir une alternance politique en RDC et qu'une alternance, non pas dans le sang, mais dans la paix. Un passage civilisé de témoins. C'est ce que nous voulons voir en tant que peuple. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, les acteurs politiques sont en train d'envenimer la situation et ne permettent pas justement un climat pacifique de passation de pouvoir. La finalité, c'est pas le partage. Il faut qu'on le dise à cette population. Ce ne sera pas cette fois-ci le partage du gâteau. Non, il ne faudrait pas. C'est pour autre chose. Non, il ne faudrait pas. Bien que ça pourrait être une des conséquences. Si ça pourrait, c'est que ça non, sera. Non, je crois qu'il y a lieu vraiment de mettre les points sur les i. C'est là où il faudrait que ces dialogues n'aient pas de primes. Qu'il n'y ait pas de perdièmes beaucoup plus colossaux et qu'ils soient circonscrits dans un cadre beaucoup plus restreint et qu'il n'ait pas beaucoup de temps. Parce que dès que vous l'élargissez sur 3-4 semaines, je crois que nos politiques, avec des colossales sommes pour les perdièmes, je crois qu'ils auront encore 2, 3, 4 femmes et avec des conséquences fâcheuses. Mais si je pouvais placer un mot en rapport avec le débat qui est cassé au niveau du Parlement, moi je crois que le président Aubin Minakou a péché contre sa propre prêche lors de son élection. J'étais sur place au Palais du Peuple. Il avait dit, et même sur ses affiches de campagne, que le Parlement sera le temple de la démocratie. Mais aujourd'hui,
ça a été transformé pratiquement en une caisse de résonance. C'est le temple de la démocratie, la majorité dicte sa loi. Non, la majorité devra dicter sa loi, ce n'est pas exclu. C'est automatique. Mais voyez la conséquence. Je crois que Thierry l'a dit. Disons-nous, aujourd'hui, on peut dire que Kitebi avait volé l'argent au niveau de First Bank, Musungai avait bloqué le projet des cimenteries de Kisangani, on peut dire Bochab, c'est lui qui aurait tué. Donc ces gens, on ne leur a pas donné l'occasion de se faire disculper au niveau de l'opinion. Donc, en bloquant... Le doute persiste. Non, c'est-à-dire en bloquant leurs moyens de défense, donc vous les empêchez de se faire disculper au niveau de l'opinion. Or, si on avait permis, par exemple, à Kitebi, parce que ce n'est pas tout simplement la motion de défiance, mon confrère l'a bien ainsi expliqué, comme s'il était politologue, donc, en l'expliquant bien, c'est également une motion de confiance. C'est-à-dire, on aurait permis à Évariste Bouchap de déballer tous les argumentaires, on aurait permis à Kitebi, à Musunga et à tant d'autres de s'expliquer, quitte à la dictature maintenant de la majorité, de s'imposer, s'il vous plaît, de s'imposer au niveau maintenant du vote. Voilà. C'est-à-dire, au niveau des urnes, vous allez protéger le vôtre. Mais qu'on laisse les gens s'exprimer. On le laisse s'exprimer parce qu'il y a moyen de dire que vraiment, on est en train de lutter contre la liberté d'expression et pour l'opposition et pour les membres du gouvernement qui sont les membres de la majorité qui sont au gouvernement. Mais ça lance aussi un autre message politique. Ça prouve à suffisance que cette majorité-là n'est pas sûre d'elle. Cette majorité n'est pas sûre de pouvoir faire la décision dans les urnes en secret. Cette majorité-là a encore des coups bas entre elles. Et c'est ce qui pose problème. C'est ce message politique que ça donne. Bon, pour revenir justement à la première question en ce qui concerne le dialogue, c'est quelque chose qui doit se faire. Mais j'aimerais relever un point important. Depuis plusieurs années, on est habitué à ces grands forums, et qui aboutissent souvent à des résolutions pertinentes, des résolutions très intéressantes. La conférence nationale souveraine, les dernières concertations, plus de 600 recommandations. Mais on en a fait quoi de toutes ces recommandations? Qu'est-ce qu'on a fait des recommandations de la conférence nationale souveraine? Moi, je crois que si on doit faire un dialogue, et d'ailleurs, la plupart des partis politiques ont commencé à donner leur cahier de charges, ils ont dit que la grande question, la question épineuse qui va être au centre du dialogue, c'est la question électorale. Où allons-nous avec ces élections? Est-ce que telles qu'elles vont se faire, est-ce qu'elles vont amener un climat apaisé? Est-ce qu'elles vont résoudre le problème démocratique en RDC? Est-ce que ces élections vont permettre justement un décollage économique de ce pays? Ce sont les questions clés sur lesquelles il faut se poser. Si ce n'est pas possible, que faut-il faire? Est-ce qu'on peut aboutir à un glissement par rapport au mandat de tel pour permettre une préparation plus optimale des élections? Ce sont des questions qui vont être posées lors de ce dialogue. C'est une question quand même générale. Vous êtes des intelligences de l'Afrique aussi. Essayons d'ouvrir un peu le débat par rapport à d'autres pays africains, par rapport aux élections, parce que Thierry a parlé des élections. Est-ce que les élections en Afrique, surtout subsaharienne, on en voit, surtout francophone d'ailleurs, moi je tiens encore à préciser, c'est vraiment essentiel. Parce qu'on a l'impression que les élections menaient égales maintenant tuerie, tension, dispersion de la population, immigration. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un alternative pour les élections? Parce que déjà en 2016 ici, on sent la tension monter. Les gens, il y a des familles qui se dispersent. Il y en a même qui sont déjà prêtes à prendre leurs enfants en Europe. On voit déjà les aéroports, les familles se vider parce qu'on doit protéger les enfants pour 2016. Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose pour remplacer les élections? Non, madame. On ne peut pas se mettre autour d'une table, faire une présidence rotative parce qu'on est quand même souverain. L'Afrique ne peut pas trouver notre moyen de gestion. Non, madame. Ça nous coûte de l'argent, on n'en a pas. La CENI, là, c'est toujours des problèmes. Je viens de lire encore fraude au test CENI, ça dit. Donc, il y a toujours des problèmes. On ne peut pas se mettre autour, puisqu'il y a dialogue. Bon, cette fois-ci, telle province, 2 ans. Après, telle province, 2 ans. Après, telle province. Et puis, on passe, on garde de l'argent pour autre chose. On a d'autres priorités. Madame, je crois que... Il faut qu'on réfléchisse quand même à une question pertinente. Vous lancez un débat, scientifique sur les modes de gestion de la cité, mais je vous informe que de tous les modes de gestion dans le monde, qu'il s'agisse de la monarchie constitutionnelle ou monarchie absolue, les cooptations et consorts, il a été trouvé que la démocratie et les modes de gestion, les élections sont un mode de gestion le moins mal. Chez nous, ça marche pas. Ça ne marche pas pour quelle raison? Ça ne marche pas pour quelle raison? Il y a toujours des contestations, des morts et tout ça. Ça ne marche pas pour quelle raison? C'est parce que nous avons des dirigeants qui n'aiment pas leur pays. Et l'Africain n'a pas la notion du temps.
Donc il croit qu'on m'a voté pour 5 ans. Il voit le 5 ans là beaucoup pendant la campagne. Mais lorsque vous avez fini la campagne, les 5 ans deviennent un éclair du temps. Donc ça devient pratiquement 1 minute. Donc il faudrait qu'il y ait une éducation, et c'est de notre responsabilité en tant que médias, c'est de notre responsabilité de dire à ces politiques, vous allez aux élections présidentielles. Aujourd'hui, bien que le poste du président de la République, j'ai entendu même des gens qui ne sont même pas à la hauteur, c'est dire qu'ils seront candidats à la présidence de la République. Je comprends qu'il y a une centralisation, bien sûr, de cette fonction, mais il faudrait leur dire qu'à un moment donné, messieurs, vous passez, c'est pour 5 ans. Est-ce que savez-vous que c'est pour 5 ans, renouvelable une fois? Est-ce que savez-vous que dans 5 ans, vous allez revenir? Je crois que ça nous appartient d'éduquer la population à la citoyenneté. Et je pense que mon frère Maker Mwangou, c'est le travail qu'il devrait faire à partir de l'école primaire jusqu'au secondaire, et que ceux qui gèrent l'éducation au niveau supérieur devraient encore bien plus préparer l'Africain à la notion du temps. Vous verrez même qu'aujourd'hui, même pour répondre à certaines invitations, on ne tient pas compte du temps. Il y a un problème du temps qu'il faut inculquer dans le mental de l'Africain. Une autre opportunité par rapport aux élections. Moi, en tout cas, je crois que on s'étargue d'être souverain et tout ça. On peut trouver, en tout cas, d'autres moyens pour faire la passation. Parce que les élections, en tout cas, c'est casse-tête pour l'Afrique. Non, les élections ne sont pas un casse-tête pour l'Afrique. Mais c'est tout à fait regardez chez nous comment ça se passe. C'est un problème culturel. C'est un problème culturel. C'est une nouvelle culture qui doit être 50 ans après, ça sera toujours une nouvelle culture. Oui, nous devons prendre le temps, le mal à... Voyez, on veut faire tout comme la France, mais c'est comme ça. les États-Unis. Mais ils ont 200 ans. Ils ont plus de 200 ans de démocratie. Mais maintenant, c'est la mondialisation. On n'y peut rien. On a plus de 200 ans de démocratie. Ils ont inculqué, ils ont impulsé pour que la démocratie soit ce qu'il est. Et aujourd'hui, donc nous, on doit attendre 200 ans. On doit attendre 200 ans pour avoir... pas attendre 200 ans. Ce n'est pas un problème. On a des intelligences. Mais nous allons vite. De toutes les façons, nous allons au moins vite. C'est pas évident, mais c'est pas après 2 élections qu'on peut se targuer d'avoir les meilleures élections du monde. Moi, je crois que aujourd'hui, nous avançons avec ces erreurs qui sont propres en autre. On peut avancer. Mais les vies humaines sont ça. Les gens meurent, Thierry Bongo. C'est pas. Madame, ce n'est pas dans la monarchie. Ce n'est pas dans la monarchie qu'il n'y aurait pas de tueries. Je vous dis même dans la monarchie là, ça peut dépendre des humeurs du chef qui peut décider de décimer un village. Hein? Donc, nous allons maintenant chuter. Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez être pour les autres. Nous devons être ce changement nous-mêmes. Okay. Ce changement doit commencer par nous. Voilà. C'est à ce niveau-là, c'est à ce prix-là. Vous tombez d'ailleurs dans ces histoires. Vous voulez être le changement. Mais c'est une question quand même capitale. C'est vrai que je le pose à chaque fois que je reçois maintenant les gens de la presse. Ça me fait quand même mal, pas mal, mais chacun a ses ambitions. Mais Thierry Bongo, Joël Cadet, la presse vide. Hein. Aujourd'hui, tout le monde, vraiment, on voit partout maintenant, tout le monde va être député, provincial, national. Les ambitions sont tout à fait légitimes, mais moi je sens qu'on est en train de perdre la crème dans la presse. Parce que quand aujourd'hui on voit PPDA qui a fait 30 ans dans la presse, on voit Anne Sinclair qui a fait 30 ans ou 20 ans dans la presse, on voit des noms, des icônes de la presse, on a l'impression qu'en RDC, on n'aura plus d'icônes dans la presse. Parce que tout le monde veut être député. Mais toi tu es là. Non. Moi en tout cas c'est ma position. Mais Thierry Bongo veut un jour de... Pourquoi aujourd'hui cette fascination pour le monde politique, pour les jeunes? Moi, je mets l'exemple des journalistes. N'ouvrons pas le champ ailleurs. Pourquoi aujourd'hui ce monde de la presse, de la politique fascine aujourd'hui, et tout journaliste aujourd'hui, pas tous, mais en tout cas la majeure partie, veut être député aujourd'hui? Non, en fait, ce que j'aimerais, ça serait tronqué de voir juste le monde dans lequel tu appartiens adhérer. Le métier de politicien, ou plutôt la fonction politique... Oui, on va chuter. La fonction politique appelle à toutes les couches sociales une certaine implication. Restreindre le champ. J'aimerais pas restreindre ça parce que ça donne une image tronquée que c'est seulement la presse qui est intéressée par ça. Tout le monde est intéressé par la politique. Parce que si vous vous intéressez par la politique s'intéressera de vous. Alors pourquoi être acteur passif alors que vous avez la possibilité d'être acteur actif? Voilà, donc c'est ça la vraie question. Est-ce que vous voulez être l'acteur du changement, l'artisan des choses nouvelles? Est-ce que ce changement-là, en quelques poussées de ministre, est-ce que ce changement-là ne doit se faire qu'en étant là-bas? Nous, comme nous sommes ici, nous ne sommes pas acteurs du changement? Non, madame, non, je voudrais qu'on précise bien une seule chose. Je suis un des responsables des médias aujourd'hui. Nous constatons que la presse est vidée des professionnels. Tous les professionnels ont fui. Lorsqu'ils trouvent une opportunité ailleurs, ils partent. Mais malheureusement, c'est toujours à ces professionnels-là
qui commencent à critiquer qu'il y a des moutons noirs et ainsi de suite. Je crois que la presse, c'est un apostolat. Il faudrait que nous qui l'avons choisi, acceptions de rester pauvres. Ça ne coûte rien qu'on nous insulte, qu'on est des minables. Parce que nous avons notre part de responsabilité. On critique les autres. Nous avons notre part de responsabilité dans le changement qui doit s'opérer dans ce pays. J'ai vu la dernière fois lorsque j'ai développé la théorie sur les complots quelque part, on me dit non, mais tu as des enfants, ils sont encore tout petits. Mais je dis écoutez, mais si tout le monde en doit réfléchir sous cet angle-là, comment les choses peuvent changer? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des politiques. On a appelé sous d'autres cieux la presse comme le quatrième pouvoir. Et aujourd'hui, il faut quand même reconnaître l'apport des réseaux sociaux dans la décrispation de la situation en Inde pour les étudiants congolais qui est arrêté. Madame, votre compte Facebook a été beaucoup plus en alerte. La situation en Afrique du Sud, ce sont les médias. Je crois qu'il y a lieu. Je ne refuse pas aux confrères d'avoir des ambitions. C'est de leur droit le plus légitime, bien que aujourd'hui, c'est la politique qui paye mieux que les affaires, que l'économie, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a lieu, que les confrères comprennent que c'est l'apostolat et que nous devrions être... Sinon, on n'aura même plus de professionnels. Non. Merci, s'il n'y a plus de professionnels, c'est pas du fait que ceux-là partent. C'est plutôt, il faut voir le problème de manière globale. Voilà, c'est au niveau de nos universités. Quels sont les choix des étudiants de l'IFASIC aujourd'hui? On en parlera. Le journalisme. On en parlera plus tard. On n'a plus de journalisme parce que non, mais il ne faudrait pas leur parler des moutons noirs parce que vous avez la plus de presse, personnes à former. aux mécaniciens. Vous aurez plus de personnes à former. Vous laissez la presse aux charpentiers, alors acceptez les conséquences. Joël Cadet, vous n'aurez plus de personnes à former. C'est ça le gros problème. Voilà, nous sommes à la fin vraiment. Acceptez les conséquences. Merci Joël, merci Thierry Bongo. C'est vrai que ce sujet est vraiment passionnant. Je reviendrai parce que les élections, c'est un enjeu à plusieurs semaines. Je remettrai le doigt dessus. Je sais que chacun a ses ambitions, mais nous avons choisi de rester à la presse parce que sinon, vraiment, dommage. On n'aura pas de... On sera toujours à pied, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci en tout cas à tous mes followers sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et tout ça. Merci vraiment pour votre solidarité, votre compréhension et surtout votre fidélité à cette émission. Merci à Alain Bolikango et à Maïlo Bumba à la régie. Et merci en tout cas à tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Ça fait toujours plaisir de se savoir aimé et soutenu. Et on se retrouve vraiment avec le même plaisir le mercredi prochain, Inch'Allah.